Dans cet épisode de podcast, on va parler de 4 livres très différents. Un roman policier classique de la littérature contemporaine, un roman policier plus récent et un roman un peu historique. Le point commun entre ces 4 livres, c'est qu'ils ont été écrits par 4 femmes. 2 de ces livres ont été écrits par des autrices remarquées par l'ampleur de leur œuvre. Elles ont énormément écrit. Les 2 autres livres traitent de sujets très importants pour les femmes sur 2 pans différents. En tout cas, le sujet de cet épisode, eh bien, ce sont les femmes. J'espère que ce programme vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, un programme alléchant, enfin, j'espère que ça vous plaît. On va maintenant passer à un petit peu plus de détails. Qui sont ces autrices? Quels sont ces livres, etc. Alors, les 2 autrices remarquées pour le nombre de livres qu'elles ont pu écrire, ce sont M.C. Beaton et Agatha Christie, 2 autrices que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, on va parler dans cet épisode du Secret de Chimnèse et du tome 4 de la saison des débutantes. Les 2 autres livres qui traitent vraiment de sujets importants. Il y a celui-ci, Dans mon sang la grenade, le nouveau livre de Léa Vollen qui est sorti très récemment. Je pourrais pas vous donner tout le détail du sujet, etc. Mais on a un côté un peu Desperate Housewives, etc. Enfin, je vous en parle plus en détail, mais en tout cas, très important à lire. Et puis, le 4e livre dont nous allons parler, c'est un roman policier qui a un peu 2 facettes, parce qu'il y a la partie roman policier, et sur la partie roman policier, il est vraiment très bon. Mais en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, on a une partie un peu documentaire autour de l'arrivée du profilage en France. D'ailleurs, je dis profilage, je sais pas, enfin on parle un peu de profiling en anglais. Là, sur la 4e, c'est mis les sciences du comportement. Donc comment les sciences du comportement sont arrivées dans la gendarmerie. Et c'est hyper intéressant parce qu'en plus, tout ça, c'est porté par une femme. Ce livre est écrit par 2 autrices. Et l'une des 2 autrices a vraiment vécu ça. Et voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant, passionnant. Mais ce sera le dernier livre dont je vais vous parler. Voilà. Allez, c'est parti. Et on débute avec Le Secret de Chimnèse d'Agatha Christie, mon autrice préférée. Ce livre est sorti au Royaume-Uni en 1925 et en France en 1933. Ça fait un petit décalage quand même. C'est le livre que j'ai lu sur le mois de février dans le cadre du challenge Read Christie 2024, ce fameux challenge que j'adore et que je suis depuis des années, qui consiste à lire des Agatha Christie en suivant un thème donné par le compte officiel d'Agatha Christie, donc voilà, détenu par les descendants d'Agatha Christie entre autres. Et le challenge de cette année est assez simple en fait, puisque l'année a été découpée en 4 fois 3 mois. Et donc, tous les 3 mois, on a une année, une dizaine d'années, une vingtaine d'années qui correspondent à l'écriture ou la sortie de livres d'Agatha Christie. Et donc là, l'idée sur le premier trimestre, c'est de lire eh bien, en janvier, février, mars, chaque mois, un livre de l'autrice sorti, écrit dans les années 1920. Et puis après, on passe aux années 1930. Et après, si je me trompe pas, après, on est sur du 1940-1950 et on finit sur du 1960-1970. Voilà, donc assez simple cette année. Et donc j'ai choisi de lire Le Secret de Chimnèse. On a choisi ce livre avec Le Grenier d'automne. On est plusieurs à avoir eu la chance de recevoir la carte du challenge en exclusivité et donc ça nous a permis de proposer des sélections à ceux qui souhaitent nous suivre dans cette super aventure. Et du coup, eh bien ça nous a permis toutes les 4 d'échanger. Déjà, le premier échange quand on reçoit la carte, c'est « Ah, j'ai reçu la carte Agatha Christie, c'est bon !» Voilà, ça c'est la première étape. Mais une fois qu'on a passé ce stade-là, on entre dans le truc, on creuse, on cherche, et puis c'est pas évident parce que de mon côté, je veux lire un Agatha Christie que je n'ai pas
lu depuis 2019, mais sauf que avant 2019, j'en ai lu des Agatha Christie. Je veux dire, les premiers Agatha Christie que j'ai lus, c'était en 97, 98, 1997, 98. Donc voilà, ça date. Mais là, je participe à d'autres challenges en parallèle, notamment le challenge Babelio qui consiste à chroniquer tous les Agatha Christie. Et donc je fais ça depuis 2019 et chaque année, comme je participe au challenge Red Christie, bah, j'en ai 12 à chaque fois. Et voilà, donc l'idée pour moi, c'est de choisir 12 livres pour mon challenge qui correspondent à des livres que je n'ai pas lus depuis 2019 et à les mettre bien comme il faut en fonction des thèmes choisis par le compte officiel pour l'année. Voilà. Donc on arrive comme ça au Secret de Chimnez. C'est un livre que j'ai déjà lu. Alors combien de fois, je ne sais pas. J'ai sa petite édition vintage à côté de moi. Si j'arrive à sortir ce livre, voilà. Donc je pense que la première fois que je l'ai lu, c'était celui-ci. Voilà, une petite édition vintage, c'est le premier que j'avais. Est-ce que j'avais écrit des choses dedans? Non, j'avais pas écrit des choses dedans. Des fois, j'écrivais quand est-ce que je l'avais reçu, etc. Et en fait, à l'époque, c'est quand j'étais au collège, j'avais un ordinateur. Ah, c'était les tout débuts. Hein. C'était les tout débuts. En quatrième, j'ai eu Internet. J'étais l'une des premières de ma classe à avoir Internet. C'était un truc de fou. Et donc j'avais mon petit ordinateur et tout ça, puis je m'étais fait des petites étiquettes que je collais dans mes livres. Et notamment dans certains Agatha Christie, j'ai ces petites étiquettes. Je sais pas si je vais en trouver un avec une étiquette. Non. Non, alors là c'est mon édition vintage du Crime de l'Orient Express. Alors j'ai pas la petite étiquette, mais j'avais écrit au crayon papier que je l'avais lu. Je sais pas si vous voyez. Hop. Faire le focus. Voilà. Ça. Effectivement, c'est vraiment ça. Donc moi, quand je regarde ce livre, eh bien, avec... c'est le Crime de l'Orient Express. Donc on a besoin d'avoir comment les gens sont répartis dans ce train. Bah voilà, ça c'est vraiment la première édition que j'ai lue de Crime de l'Orient Express. La première fois que j'ai lu, c'est comme ça. Donc de sortir ce livre, c'est tellement de souvenirs. Mais bref. On n'est pas là pour parler du Crime de l'Orient Express, on en parlera dans quelques mois. On en reparlera dans quelques mois. On est là pour parler du Secret de Chimnez, qui est donc un livre que j'ai lu forcément. Une fois, deux fois, je sais plus. Je l'ai lu plusieurs fois, ça c'est sûr. Sauf que je n'en avais aucun souvenir. Je ne pouvais pas dire si j'avais aimé, pas aimé, si j'avais hâte de le lire, pas... J'en sais rien, je ne me rappelle plus. Ce dont je me souviens en revanche, c'est que vous savez, j'ai les Agatha Christie dans 50 000 éditions différentes. Et c'était le dernier qu'il me manquait dans cette nouvelle édition livre de poche, que j'ai trouvé par hasard à me donner à la Fnac Saint-Lazare. Je me dis, je vais regarder au cas où ils aient le Secret de Chimnez. Et ouais, bingo, il l'avait, j'étais trop contente. C'est assez récent hein, quand même hein, de l'avoir. Donc c'est pour ça que, en fait, je pense que je l'avais pas en 2023 parce que j'avais pas cherché à le caser justement, alors qu'il aurait pu correspondre à certains thèmes du challenge Red Christie 2023. Mais là, voilà, c'est bon, je l'ai, donc j'ai pu le caser. Voilà, donc du coup, j'en avais aucun souvenir, vraiment aucun souvenir. Et puis, on a organisé une lecture commune. J'ai pas dû le lire tout de suite, je sais plus. Et en fait, les avis étaient super mitigés, quoi. Enfin, à la fois, on avait du « Waouh, mais ce livre, il est trop bien, j'en ai trop de souvenirs », et puis on avait du « Mais qu'est-ce que c'est fouillis, je m'y retrouve pas, mais il y a trop de personnages, mais il y a trop de... » Et donc, je savais pas, enfin... Moi, j'avais aucun souvenir, je savais, ce livre, du coup, il est très particulier. Et je l'ai lu, et je confirme que ce livre est vraiment très particulier. Parce qu'en fait, il mélange plusieurs styles. Agatha Christie, on la connaît surtout, enfin, je la connais surtout pour ça, je l'apprécie surtout pour ça, pour les romans policiers classiques. On a Hercule Poirot qui débarque, qui contient un meurtre, il va interroger chaque personne, chaque suspect, etc. Parce qu'en plus, les meurtres, ils sont toujours super bien faits parce que c'est en huis clos, donc on a un nombre de suspects fini. On va pas les chercher dans la nature, c'est forcément un de ceux-là. Et donc, on va suivre ces interrogatoires un par un chapitre, un interrogatoire, un chapitre, un interrogatoire. Puis après, il laisse des petites choses comme ça, il dit des petites phrases au hasard, puis les gens y reviennent en disant « Ah, au fait, je vous avais pas tout dit, ni 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 ». Et là, du coup, il se dit « Ah, ok, c'est bon, je comprends ce que cette personne cachait. » Et à la fin, il met tout le monde dans une grande pièce et il dit
Je sais qui a commis le crime, je pensais que c'était vous mais c'était pas vous, je pensais que c'était vous mais c'était pas vous, et au final c'est vous, et parfois le coupable cherche à s'enfuir, mais il y a plein de personnes autour, dont l'inspecteur Japp et les collègues de Japp qui sont là pour attraper ce coupable, et c'est bon. Justice est rendue, et voilà. Donc ça, c'est un roman policier classique d'Agatha Christie, et moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien parce qu'en fait, on a elle nous met dans ce moule, dans ce schéma, comme si on mettait nos chaussons, on sait comment ça va se passer, on sait que dans les 3 premières pages, Agatha Christie va nous présenter 50 personnages, un par paragraphe. On sait tout ça, sauf qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que elle aura pris son schéma classique et en fait, elle nous aura trituré l'esprit, et en fait, le dénouement aura été juste incroyable. Voilà. Donc ça, moi, c'est vraiment pour ça que j'aime Agatha Christie. Mais Agatha Christie n'a pas fait que ça, pas du tout. Et elle a même débuté en faisant plein de choses différentes. Elle a commencé avec ce côté, justement, assez classique. Son premier livre, c'est un Poirot avec la mystérieuse affaire de Styles. Et puis ensuite, elle a continué, je sais plus le deuxième, je crois que c'est Mr. Brown. Et voilà, en fait, quand on regarde ses premiers livres, et bien, alors là, c'est le 5e, mais il y avait, doit y avoir la mystérieuse affaire de Styles, Mr. Brown, après je sais plus dans quel ordre, le crime du golf, l'homme au complet marron et le secret de Chimnès. Et ensuite arrive le meurtre de Roger Ackroyd, mon Agatha Christie préféré, et même mon livre préféré, celui qu'il faut lire à tout prix. Donc voilà, dès le début en fait, elle a donné le ton en mettant ses livres, enfin en écrivant ce qu'elle avait envie d'écrire, et ce qu'elle a envie d'écrire, c'est pas forcément que du roman policier classique. Et en fait, elle le dit dans son autobiographie que je suis en train de relire, que l'avantage du secret de Chimnez et de sa suite, entre guillemets, parce qu'il y a une sorte de suite, les 7 cadrans, et c'est le livre que je propose de lire sur le mois de mars, eh bien, ces livres-là, ils sont bien pour elle. Parce qu'en fait, quand c'est un roman un peu d'espionnage, il y a moins de travail, en fait. Ça s'écrit plus vite, et donc c'est assez facile. Eh bien, en l'occurrence, c'est le 5e livre qu'elle devait, 5e et dernier livre qu'elle devait à son premier éditeur. Elle s'est faite un petit peu avoir lors de son tout premier contrat d'édition, parce qu'elle voulait à tout prix être publiée, et elle n'a pas cherché à le pourquoi du comment et tout, voilà, ce qu'on peut totalement comprendre, mais en fait, elle s'est fait un peu avoir. Donc, ça a été le dernier livre, un livre du coup écrit assez rapidement, et puis ensuite, elle a pu partir ailleurs, et quand elle est partie ailleurs, elle a sorti Le meurtre de Roger Ackroyd, trop bien. Donc, voilà, c'est assez rigolo de voir ce qu'elle pense de ce style de livre, parce que pour le coup, moi, celui-ci, je l'ai trouvé très bon. Parce qu'en fait, il mélange beaucoup de styles. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté roman d'espionnage, mais il y a aussi un côté roman policier. Roman policier presque comme une enquête que Poirot pourrait mener. On a une grande demeure, Chimnez, c'est une grande demeure en fait. Donc on a ce côté très classique et tout, qu'on aime bien, côté cosy en fait aussi. Et en plus de ça, on a des personnages qui ressemblent un petit peu à Tommy et tu penses Beresford, qui sont deux personnages d'Agatha Christie qui reviennent soit dans des nouvelles, soit dans des romans un peu tout au long de sa carrière, beaucoup moins que Miss Marple et Hercule Poirot, mais voilà. Ils ont un petit peu ce côté aventurier en fait, et frais, avec une petite naïveté, même en vieillissant, j'allais dire en grandissant, mais même en vieillissant, ils gardent un petit peu ce côté naïf que j'ai retrouvé sur certains personnages. Et en fait, cette fraîcheur, ça m'a vraiment fait penser à certaines pièces de théâtre. Alors, je suis pas du tout amatrice de théâtre, mais j'ai lu certaines pièces comme tout le monde au collège, au lycée, et avec en tête mes préférés, Les Fourberies de Scapin de Molière et Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, que je présentais au bac de français. Enfin, malheureusement, je suis pas tombée sur un texte. C'est bien dommage parce que je l'avais lu 5 fois, tellement j'avais adoré. Et en fait, il y a ces dialogues des fois un peu frais, jeunes, avec un peu d'humour et presque trop gros pour être vrai, entre guillemets. Mais c'est rigolo, c'est agréable. Et je retrouvais ce côté-là, en fait, entre deux personnages. Dans leurs échanges, j'ai l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Voilà, donc ce qui fait que ce livre, pour moi, est vraiment très très riche. Parce que, déjà écrit, eh bien,
Alors qu'Agatha Christie était encore une jeune autrice, hein. Enfin, là, sortie en 1925, son premier livre est sorti en 1920, même si elle l'a écrit en 1916. Bon, ça reste vraiment un- c'est tout premier livre, quoi, hein. Donc, même, alors, je vous ai parlé de ces 5 romans. Entre-temps, elle a aussi écrit des nouvelles, etc., qui ont été regroupées dans des recueils, mais bon, ça reste une jeune autrice, et dans ce livre, on a tout ce qu'elle est capable de faire, et elle est aussi capable d'écrire des pièces de théâtre, même si j'en ai pas encore lu, mais elle était passionnée par le théâtre de plus en plus, en fait, au cours de sa vie, et j'ai pas trouvé que c'était fouillis, au contraire, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche, en fait. On a tout, et en fait elle est douée en tout, donc donc c'est juste trop bien. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce livre extrêmement riche, j'avais tout ce dont j'avais besoin, il y a beaucoup de personnages, mais pas plus que dans d'autres livres, et puis il n'y a pas ce côté où elle n'a pas présenté 50 personnages sur les 3 premières pages, quoi. Enfin, donc je m'y suis vraiment bien retrouvée. Il y a différents temps dans l'histoire, on n'arrive pas tout de suite à ce manoir de Chimnez, mais la première partie fait vraiment penser à des débuts de romans d'espionnage comme elle sait le faire. Donc voilà, pour moi, ce livre était vraiment très très bien. C'est pas un coup de cœur, c'est pas mon préféré, mais je le trouve vraiment très bon et peut-être pas assez connu, en fin de compte. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que vous le savez, je pourrais parler d'Agatha Christie pendant des heures, mais j'ai d'autres livres dont je souhaiterais vous parler. Donc là, c'était Le Secret de Chimnez, qui était vraiment très très bien. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire. Même si les avis sont mitigés, hein, je préviens quand même, mais moi je trouve que vraiment, voilà, dans ce livre, c'est presque un CV en fait. Vous voyez, c'est qu'est-ce qu'Agatha Christie est capable de faire? Bah voilà, lisez celui-ci et c'est bon, vous saurez. Vous verrez tout. Si vous aimez cette partie-là, on vous conseille tac 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 ces livres. Si vous aimez plutôt la partie roman policier, style Poirot, on vous conseille toute la série Poirot. Voilà, c'est un CV. Je continue avec ma série chouchou que j'écoute en audio, La saison des débutantes, le tome 4, Clarissa l'étourdie. Et alors ce titre, il est parfait. Il est parfait. Alors, tome 4, donc j'enchaîne les tomes de cette série. En ce moment même, je suis en train d'écouter le 6e tome. C'est donc une série de MC Beaton qu'on connaît par Agatha Raisin, par Hamish Macbeth, mais ce n'est absolument pas un cosy mystery. C'est cosy, vraiment cosy. Il y a un côté historique. Là, la saison des débutantes. Donc, en fait, on a les sœurs Tribble qui sont des jumelles d'une 50aine d'années, qui auraient rêvé de se marier, mais voilà, le temps passe et elles ne se sont pas encore mariées, mais elles ne désespèrent pas, voilà, elles ont un petit côté romantique, et voilà. Elles n'ont pas d'argent. En revanche, elles ont un certain nombre de contacts, et puis elles ont ce côté très chic, enfin une vie très chic, ou des attentes très chic, et elles n'ont pas les moyens qui va avec leurs habitudes de vie. Et elles se sont dit, on va gagner de l'argent avec ce qu'on sait faire. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est être dans la bonne société. Et pourquoi pas, recevoir des jeunes filles qui sont un peu difficiles à marier, entre guillemets, pour leur donner des cours de français, de musique, de chant, d'aquarelle, pour qu'elles soient armées dans le nouveau monde, et puis de maintien, voilà, et puis qu'elles comprennent bien tout ce qui est autour de la bienséance et ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, voilà. Donc bon, ça peut paraître hyper choquant, hein, parce que c'est pas du tout, enfin on se dit mince, une fille bonne à marier, enfin, voilà. Mais en fait, on est quand même sur des personnages féminins assez forts qui se laissent pas faire. Donc, ok, en fait, il y a un contexte, et ça, on peut pas le renier. Ce contexte, c'était quand même l'homme est le plus fort. L'homme a des droits que la femme n'a pas. Le contexte historique, on le changera pas. Il était comme ça. Mais dans ce contexte historique, MC Beaton a trouvé des femmes vraiment bien, avec certaines personnalités qui se laissent pas faire, qui vont
enfin, elles ont, les sœurs Tribble ont le cas d'une femme qui travaille pour elles, un cas particulier. Elles ont fait un choix très moderne et juste, hein, vraiment. Enfin, voilà. Donc c'est assez agréable. C'est une série vraiment très fraîche, très. Parce qu'en fait, on a ce côté très british, on a ce côté Downton Abbey, mais on est même avant. On a ce côté ouais, très cosy en fait. Et puis bah, les jeunes filles qu'elles reçoivent dans chaque tome pour eh bien les améliorer entre guillemets, bah à chaque fois ça se passe pas totalement comme ça. Et puis en fait elles viennent quand même toutes avec eh bien avec bah, des points forts en fait. Enfin, elles ont été mises là parce qu'on considérait qu'elles avaient des points faibles. Alors c'est leurs parents, les personnes, leurs tuteurs, etc. Et puis en fait, on s'aperçoit que bah il y a pas trop de problème avec ces jeunes filles. Où le problème est un peu ailleurs en fait. Et donc on va voir tout ça. Là, franchement, ce tome, c'est peut-être l'un de mes préférés. Clarissa l'étourdie, mais c'est tellement ça. J'ai éclaté de rire quand j'ai découvert Clarissa. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en fait à la fin d'un tome, on commence à découvrir la suivante. Donc en fait, j'ai éclaté de rire à la fois à la fin du tome 3 quand j'ai vu Clarissa et je me suis dit oh là là ah ça va promettre. Et puis quand je l'ai redécouverte là au début de ce tome, elle est maladroite. Elle est maladroite. Et quand il y a un personnage maladroit, moi je trouve que c'est toujours assez rigolo. C'est le cas dans son espionne royale. L'héroïne, elle est très maladroite. Et comme elle a un lien de parenté avec la reine et qu'elle la voit de temps en temps, le truc, c'est qu'il faudrait pas qu'elle casse ses beaux vases de Chine ou ses beaux... C'est toujours à deux doigts, hein. Enfin, donc ça mène à des situations ouais, assez rigolotes. Et puis, bah, les sœurs Tribble, moi, je les aime beaucoup. Je les ai pas appréciées dans les 10 premières pages du tome 1, mais ensuite, c'est bon. Ça a été, et non, je les aime vraiment beaucoup. Elles sont rigolotes, elles sont... Puis voilà, quoi, enfin... elles se laissent pas faire, et leurs discussions sont très drôles. Elles ne se ressemblent pas du tout. Ni physiquement, ni dans leur façon de penser. Mais ça apporte beaucoup de richesse aussi. Donc voilà. Et alors ce tome a aussi un petit plus par rapport aux autres. C'est qu'il y a un petit côté policier. Alors vraiment un tout petit côté. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un cosy mystery et tout, puisque je vous ai bien dit que c'était pas le cas. Mais par rapport aux autres, il a un petit côté roman policier. Voilà, un petit côté, presque, en fait, un petit côté Arsène Lupin. Voilà. Donc c'était très chouette, mais je vous conseille de les lire dans l'ordre parce qu'on a vraiment ce côté où on découvre les sœurs Tribble, on découvre pourquoi elles font ça, et ensuite on découvre une jeune fille dans le premier tome, et puis à la fin du premier tome, on commence à découvrir la deuxième jeune fille qu'on voit dans le deuxième tome, et puis ainsi de suite, et donc il y a vraiment des suites, et puis des références. Enfin, là, ce matin, j'écoutais un petit bout du tome 6, et en fait, bah, on nous dit, ouais, enfin quand même, les sœurs Tribble, elles ont bonne réputation, parce qu'avec telle jeune fille, elles ont réussi à la marier avec tel duc machin, et tel duc machin, et en fin de compte, tout ça, bah, c'est un peu du spoil, entre guillemets. Même si il n'y a pas un suspense de folie, hein. Enfin, globalement, on commence le tome, on voit tout de suite un jeune homme qui se détache du lot, et on se dit, ok, c'est bon, ils vont se marier. Des fois, j'ai eu un petit peu peur, parce que je me suis dit, mince, il y en a un que j'aime beaucoup, et puis j'ai l'impression que ça va pas se faire si facilement et tout ça. Mais en fait, si, ça se finit toujours comme j'ai envie que ça se finisse, et c'est bien. Voilà, donc ça, c'était le 4e tome de la saison des débutantes que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Je continue avec Dans mon sang la grenade de Léa Vollen. Donc, comme c'est indiqué à plusieurs endroits, ce n'est pas les paroles de la fameuse chanson de Clara Luciani. Et d'ailleurs, ça commence comme ça, avec « Sais-tu que là, sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas ?» de la chanson La Grenade. Donc c'est pas exactement ces paroles-là, mais quand je vois ça, moi je chante la chanson de Clara Luciani. Voilà. Alors, dans ce livre, on a 4 personnages féminins. On a Noémie, on a Maëlle, on a Anya et on a Pélagie. Alors, Pélagie, c'est la 4e. Elle arrive un petit peu après. Enfin, on la voit dès le début, mais
voilà, en fait, ce sont 4 personnages attachants, 4 femmes que j'ai apprécié suivre et tout ça, mais j'ai pas apprécié les suivre toutes en même temps. Enfin, je me suis attachée à elles progressivement. Pour certaines, ça a été direct. Je veux dire Noémie, direct. Pour d'autres, ça a été plus long avant que je me dise ah ouais, mais je l'aime bien ce personnage. C'est dur, voilà. Bon, je peux pas trop vous dire, mais voilà, il y a des personnages où c'est un peu moins immédiat. Et en fait, on commence le livre, on est tout de suite accroché par l'histoire parce que on commence tout de suite avec un accident. Voilà. On a un personnage, Pierre Gavois, qui fête son anniversaire. Et il est victime d'un accident. On comprend, au début, on comprend que c'est grave. Alors quand je dis qu'on commence par ça, c'est un extrait fictif du courrier Picard. Voilà, c'est ça le début dont je vous parle. Donc samedi soir, un homme a été renversé par une voiture. Plusieurs témoins présents au moment du drame ont affirmé qu'un véhicule s'est avancé dans l'allée et a percuté le propriétaire de la maison où se déroulait l'événement. La victime, Pierre Gavois, grand avocat pénaliste, est actuellement hospitalisé dans un état critique. Pélanie Gavois, la femme de la victime, ainsi que 3 de ses amis sont les seuls témoins directs de l'accident. Une enquête est en cours et doit déterminer les responsabilités de chacun. Voilà. Ok. Donc hospitalisé dans un état critique, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas. Donc on lit ça, ok, très bien. On tourne la page et on arrive à ça. 5 mois plus tôt. Et donc, on va repartir en arrière, on va faire la connaissance de Pélagie, de ses 3 fameuses amies, donc Noémie, Maëlle et Anya. Et voilà, on va avancer dans l'histoire comme ça, on va donc apprendre à les connaître. On est dans un roman choral, donc on a un chapitre, ça fait à peu près ça, un chapitre, un personnage. De mémoire, c'est écrit à la 3e personne, voilà, c'est pas écrit à la première personne. Et donc on saute d'un personnage à l'autre. Il y a des liens entre les personnages, c'est-à-dire que Maëlle et Noémie se connaissent depuis très longtemps, puis il va y avoir un lien avec Anya, puis un lien avec Pélagie. Et en fait, tout ça se passe dans une même rue, ce qui a un côté Desperate Housewives. Voilà, on n'est pas sur que des femmes au foyer, etc., c'est pas ça. Mais derrière, elles vivent leur vie de femmes de façon totalement différente. On a 4 femmes totalement différentes. Voilà. Et donc, derrière des vies différentes, des façons de penser différentes, des valeurs presque différentes, elles s'entendent bien et tout ça. Mais derrière, c'est très intéressant parce que c'est très riche en fait. Et on a du coup derrière ce que chacune se sent obligée de faire en tant que femme dans son choix de vie, alors que son choix de vie est différent du choix de vie de la voisine, qui est différent du choix de vie de la voisine, et donc ça amène à quelque chose vraiment de très riche et d'assez assez prise de conscience aussi. Hein, c'est pas parce que on travaille, on a des enfants, qu'en fait on se sent totalement libre, etc. Non, il y a souvent une culpabilité, où il y a voilà. Et en fait tout ça c'est assez bien décrit et ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a un autre sujet qui est très fort et très important et ce livre du coup c'est le sujet principal du livre, mais on le découvre pas tout de suite, donc je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est pour ça que ce livre, je le trouve vraiment très très important. Donc je vous parlais d'un petit côté Desperate Housewives, mais on a aussi un petit côté du livre de Liane Moriarty, Petits secrets et grands mensonges, notamment par cette construction, parce qu'en fait on sait qu'il y a eu cet accident, on remonte 5 mois avant, et puis on fait petit à petit la connaissance de ce fameux avocat, Pierre Gavois. Et donc on apprend, enfin au tout début on comprend qu'il a eu un accident, que une voiture lui est rentrée dedans, et que du coup il y a certainement des trucs derrière, on sait pas quoi, donc on veut savoir pourquoi, et voilà, donc du coup ça c'est assez intéressant. Le livre se lit plutôt vite, c'est un livre qui fait 400 pages, mais les chapitres sont courts, on alterne très vite d'un personnage à un autre, et puis en plus il y a plein de pages blanches, voilà. Parce que les chapitres ils commencent toujours sur cette page là, donc ça se dévore encore plus vite. J'ai été très très prise par le début. Peut-être qu'au milieu, c'était
j'étais un petit peu moins prise avant que ça reprenne très vite et que je puisse plus le lâcher. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu ce côté-là. Et c'était le deuxième livre que je lisais de Léa Vollen, puisque j'avais lu celui de l'année dernière. Il n'y a pas une petite photo de celui de l'année dernière? Non, il n'y a pas une petite photo. Et donc c'était Motus et Cœur cousu, que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, il y a... pour moi, il y a un truc avec son écriture, un truc que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup son écriture, j'apprécie beaucoup la justesse de ses personnages en fait. Pour qu'on arrive autant à se mettre à leur place et à comprendre, à les comprendre, etc. C'est forcément que c'est bien écrit. Et là, je vous parlais de 4 femmes vraiment différentes et sur plein de sujets, sur leur choix au niveau du travail, sur leur choix au niveau de la maternité, sur... etc. Et en fait, donc elles sont différentes, mais de mon côté, je me reconnaissais un peu dans toutes sur des choses différentes, voilà. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de lectrices en fait. Enfin, c'est là aussi où c'est hyper intéressant, c'est qu'elle a choisi 4 personnages différents, mais au final, on les comprend toutes sur un certain aspect, et cet aspect peut être différent d'une femme à l'autre aussi, mais c'est là où c'est aussi vraiment très fort. Voilà, Dans mon sang, la grenade, il faut le lire. Et je termine avec Avant que ça commence. Avec un titre comme ça, j'aurais peut-être dû débuter par celui-ci. De Marie-Laure Brunel-Dupin et Valérie Perronnet chez Black Lab. Alors, hop, on a une présentation des 2 autrices ici. Donc Marie-Laure Brunel-Dupin, je vous lis. Elle est lieutenant-colonel de gendarmerie, chef de la division des affaires non élucidées, criminologue de formation. Elle s'est spécialisée pour intégrer la gendarmerie nationale et devenir analyste comportementale en 2001. Elle a mis en place et structuré et commandé pendant près de 20 ans le département des sciences du comportement, aujourd'hui partie intégrante de la DIAN. Donc ça, c'est Marie-Laure Brunel-Dupin. Et on a Valérie Perronnet, qui est écrivaine et journaliste, autrice de nombreux ouvrages coécrits, témoignages, essais. Elle a également signé 3 romans, dont La Maison Poussière, dans la collection La Belle Étoile. Voilà pour les autrices. Alors, ce livre, il m'intéressait beaucoup, parce que moi, j'aime bien quand il y a un profiler dans l'histoire. J'aime bien pour plusieurs raisons. Déjà, quand il y a un profiler dans l'histoire... Souvent, c'est parce qu'en fait, on a un tueur en série et on essaye d'avoir le profil du tueur en série, etc., etc. Voilà. Bon, c'est peut-être, enfin, c'est pas tout le temps le cas. Un profiler ne signifie pas un tueur en série, etc., etc. Mais il y a souvent les deux qui sont associés et moi, les deux m'intéressent en fait. J'aime bien aussi parce qu'il y a un côté qui change, c'est-à-dire qu'un profiler va amener l'enquête sur qui a le profil pour, voilà, donc si on a un meurtre très sauvage et on se retrouve avec quelqu'un qui a un calme incroyable et qu'en interrogatoire, la personne, on essaye de la faire sortir de ses gonds et en fait elle reste vraiment avec un sang-froid de folie, bah, ça colle pas quoi, enfin voilà, donc du coup ça amène un peu à ces questions là, alors que souvent, et y compris dans les Agatha Christie que j'adore, la question c'est plutôt à qui profite le crime? Première réponse, au conjoint. Et voilà, et c'est souvent comme ça en fait. Et donc après, bah, avec le côté science du comportement, bah, est-ce qu'en fait le conjoint a le profil pour... Enfin voilà, les deux fonctionnent ensemble et se complètent totalement. Mais c'est vrai que ça apporte une dimension supplémentaire parce qu'il y a un moment où... enfin, mener une enquête, c'est quand même extrêmement compliqué. On se retrouve avec un meurtre. On cherche des preuves, des preuves des traces, quelque chose qui vont nous permettre de résoudre ce crime. Ça a un côté très mathématique, c'est pour ça que j'aime lire ça. en l'occurrence, bon là on a compris que l'une des 2 autrices c'est vraiment son métier, donc c'est la réalité, mais de mon côté c'est plutôt ma passion, mes lectures, etc. Il y a un côté très mathématique. En mathématiques, quand on arrive au collège, on nous dit, bah voilà, en géométrie, vous devez prouver que les droites... est-ce que les droites sont parallèles ou pas? Hop, alors on va
va noter les hypothèses, on va dire on sait que et puis on sort une petite propriété, et puis on conclut, ouais, c'est bon, elles sont parallèles. Voilà, et donc en fait, on aura mené notre petite enquête de cette façon-là. Mais en fait, de la même façon, là, on va essayer de trouver des indices, ça va être nos hypothèses, etc. Sauf qu'en fait, c'est assez compliqué parce que des fois, les informations qu'on a, ça va être l'alibi d'un suspect. Ouais, mais en fait, il est vrai ou pas cet alibi? Et est-ce que le copain qui a donné un alibi, est-ce qu'en fait c'était vrai? Enfin, je me suis retrouvée dans plusieurs livres avec, ça peut pas être mon mari parce que je dormais à côté de lui. Bah oui, mais en fait, si vous étiez en train de dormir, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas sorti du lit pendant la nuit, en fait, et revenu après? Enfin, donc voilà, c'est vraiment faire confiance en ce que les gens disent, sauf que les gens, ils peuvent mentir, pour se protéger. Ils peuvent mentir parce qu'ils savent parfois pas. Et donc c'est hyper bancal comme pour se baser dessus. Et donc c'est là où c'est quand même extrêmement compliqué, extrêmement dangereux parce que l'idée c'est quand même de condamner un coupable, de désigner un coupable, de le condamner, etc. Et en fait, on peut détruire la vie d'un innocent si on se plante. Les conséquences, elles sont énormes. Et sauf que pour pouvoir mener ça à bien, il faut vraiment blinder son truc, en fait. Enfin, c'est extrêmement complexe. La responsabilité est énorme. Et en fait, derrière, on n'a pas un coupable qui dit « Tiens, je vais lui mettre ça comme indice sur la route, et puis ça, et puis ça. » Non, pas du tout. Non, non, il met ça comme indice, et puis il passe derrière et il efface. Et puis, il essaye de mettre un indice chez quelqu'un d'autre, quoi, pour le désigner comme coupable. Enfin, c'est un monde de mensonges, de manipulations, etc., pour se protéger aussi. Et voilà, donc c'est là où c'est hyper intéressant d'avoir à la fois ce côté déduction sur la partie qui a intérêt à tuer et la partie déduction sur qui a le profil à tuer. Enfin, ça permet encore plus de blinder le truc et de pas se planter. Et je trouve que l'enquête choisie, parce qu'il y a un peu deux aspects dans ce livre, l'enquête choisie, elle est totalement dans ce truc-là en fait. Vraiment, bon, je peux pas trop vous en parler, je voudrais pas vous dévoiler le truc, mais la partie enquête, elle est top, le dénouement, il est top, et ça met encore plus en valeur la partie justement profiler, et j'adore. Et puis avec tout ce qui est profiler, il y a aussi pour moi ce petit côté Sherlock Holmes moderne. Je me rappellerai toujours de la première fois que Sherlock Holmes voit Watson et qu'en 3 secondes, il lui dit tout sur comment il est, etc., etc. Ce qui a donné par la suite le côté un peu mentaliste, etc., où on a l'impression que ce sont des devins, et en fait, tout est de la déduction, c'est-à-dire que par l'observation, on en déduit que il se passe ça, et c'est de la déduction. C'est pas que de la déduction d'indices et de tiens, ce morceau de robe va, on a l'impression que c'est un morceau rouge qui va avec la robe de la dame machin, qui a été déchirée là, qu'est-ce qu'elle faisait là, elle me l'a pas dit. Enfin, il y a un côté comme ça dans les enquêtes, mais là, on est sur connaître la personne en fait, vraiment connaître la personne, mais vraiment beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas une blessure dans son passé, mais comment on peut la reconnaître, peut-être par son comportement, si la personne est agressive en lui parlant de certains trucs. Enfin, c'est d'une extrême richesse, et donc pour moi, il y a ce côté vraiment Sherlock Holmes qui fait rêver, qui a un côté magique, et en fait, non, c'est pas du tout magique, c'est scientifique. Alors, c'est une autre science que celle que j'apprécie, enfin, celle que je pratique, mais derrière, on est quand même sur quelque chose de scientifique. Voilà. On parle bien de science du comportement. Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je vous disais que dans ce livre, il y avait un peu deux pans. Il y a une partie roman policier, top, moi qui adore les romans policiers, très très bien. Et il y a une partie qui est un peu documentaire. Alors, c'est pas vous n'êtes pas en train de lire un reportage sur quelqu'un, c'est romancé, c'est hyper accessible, c'est fluide, ça se lit bien, mais on a sur comment en fait le personnage principal de ce livre qui s'appelle Mina, comment Mina, passionnée par les sciences du comportement, a réussi à travailler sur ce sujet, à l'amener petit à petit. Ça n'a pas été évident, hein. On est en 2002, elle est toute jeune, elle est femme, et donc comment petit à petit elle arrive à amener ça alors que pour ceux qui sont là depuis un moment, cette discipline ne sert à rien. Voilà, c'est un loisir de bonne femme. Enfin, j'imagine le truc, mais c'est presque pris comme ça, quoi. Donc c'est pas évident de s'imposer en tant que femme, et de s'imposer en tant que femme avec en plus
presque un désir de changement, mais c'est pas changement, c'est de l'amélioration. Donc en fait, elle se documente énormément parce que de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont beaucoup plus avancés, donc avec des livres hyper intéressants, pas encore traduits en français. Donc elle se documente sur tout ça, elle se documente, et derrière elle est là, puis elle attend qu'on lui confie une affaire, elle essaie de forcer les choses, mais bon bah avec en faisant preuve aussi de psychologie sur cette partie-là, et voilà, donc c'est hyper intéressant. Il m'a juste fallu une petite adaptation au début, parce que en fait, la construction m'a un peu déroutée. En fait, on fait des sauts dans le temps, et puis on m'a pas dit « Ah, là, au fait, on est en telle année, Non, c'est en lisant qu'on comprend que on a un peu... on a fait quelques sauts dans le temps, alors soit en arrière, hein, parce qu'en fait l'histoire commence très tardivement et après on revient en arrière. Mais ça m'a un petit peu déroutée, mais bon, ça m'a un peu déroutée, et en même temps, quelle a été ma réaction? Eh ben, ça m'a obligée à être vraiment attentive pour comprendre en quelle année on est, pour comprendre où est-ce qu'on en est par rapport à la partie que j'ai lue avant, etc. Et puis une écriture aussi qui change, et du coup presque qui bouscule en fait, et du coup bah parfois, enfin c'était un peu, surtout je vous dis les toutes premières pages, c'est un peu surprenant, on se plonge dans ce truc là, mais on est un peu, je vais pas dire heurté, mais bon, voilà, rien que la première ligne du livre, je ne vous la lirai pas si vous avez des enfants à côté de vous qui regardent la vidéo, mais déjà on se dit ah ouais, quand même, le ton est donné, ok. Et puis bah on s'y habitue, et en fin de compte je trouve que ça m'a permis de m'attacher encore plus à Mina. Et puis alors Mina, elle a une vie, enfin elle a une sœur jumelle qu'elle voit souvent, mais en fait qui est omniprésente pour elle. En fait, elle passe son temps à se dire mais qu'est-ce que ma sœur me dirait, comme certaines femmes qui peuvent se dire si là quand je fais ça, qu'est-ce que ma mère elle dirait, ou voilà. Et enfin j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. C'est riche parce qu'on voit Mina sur la partie professionnelle, on voit Mina sur la partie personnelle, et puis on a cette enquête, et puis on a ce côté hyper intéressant pour les femmes avec eh bien Mina qui réussit eh bien à travailler dans la discipline dont elle est passionnée, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fait on apprend aussi des choses, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris que j'ai beaucoup aimé ce livre, et en plus le tome 2 sort dans pas trop longtemps, donc j'ai aussi hâte de lire le tome 2. Donc c'était Avant que ça commence de Marie-Laure Brunel-Dupin et Valérie Perronnet. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'étais contente de vous parler de ces livres parce que c'est vraiment des livres qui m'ont plu. En même temps, j'ai envie de vous dire, je choisis rarement un livre qui me plaît pas. Alors ça peut arriver par mauvais hasard que je tombe sur un livre que je pensais aimer et que je ne l'aime pas. Donc soit je l'abandonne, soit je vais au bout, mais difficilement. Et bon, voilà, c'est curieux, mais j'ai tendance à choisir des livres qui ont un fort potentiel derrière, que je les apprécie, et c'était le cas ici, et c'est cool. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres vous a plus tenté qu'un autre, parce que vous avez vu, on était vraiment sur 4 univers vraiment très différents. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, et on se retrouve très vite. À bientôt.